Eh bien, chers amis de MPI, nous avons aujourd'hui le plaisir, j'ai le plaisir d'être invité par votre chaîne pour recevoir Massimo Magliaro. Massimo Magliaro, qui est venu de Rome et qui est à Paris cette fin de semaine, pour présenter le livre qu'il vient de sortir, le cahier d'histoire du nationalisme que nous venons d'éditer, consacré à l'histoire de son mouvement, le mouvement social italien. Alors, pour résumer en quelques mots, le mouvement social italien a été créé juste après le dernier conflit mondial, au milieu des années 40, à un moment où il n'était pas évident pour des nationalistes italiens d'affirmer haut et fort leurs idées. Et le MSI est très vite, et Massimo va nous raconter un petit peu l'histoire, est devenu un grand parti, un parti qui a une dimension non seulement italienne, mais quelque part ce parti était devenu le phare de l'opposition nationaliste en Europe. Un mouvement exemplaire, un mouvement qui a eu qui a atteint des sommets exemplaires et qui malheureusement un jour, de par des mauvais bergers qui l'ont pris en main, ce mouvement a disparu et il a quand même été pendant plus de 50 ans le mouvement exemplaire en Europe pour les nationalistes. Alors Massimo Magliaro, vous êtes venu donc pour le 70e anniversaire de la création du MSI à banquet qui a été organisé samedi à Paris par Synthèse Nationale et la Ligue francilienne. Et nous sommes très heureux donc de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de votre mouvement? Ça a été une histoire qui a duré 50 années, demi-siècle. Et c'était une grande histoire de liberté parce que nous a enseigné, à nous qui étions les jeunes militants de ce parti, m'a enseigné au peuple italien à avoir l'amour pour la liberté. Et nous avons eu des maîtres qui ont enseigné à raisonner, à donner des jugements, etc. Pas avec les politically correct, mais avec notre tête, avec nos idées, notre manière de voir, d'analyser les choses, d'interpréter l'histoire, de juger les personnages qui ont fait l'histoire de l'Italie et pas seulement de l'Italie. C'est une grande histoire, une grande école de liberté. Et naturellement, ça a été pas seulement une école de liberté, ça a été une école aussi de cohérence idéale, de sens de la éthicité de l'État, de la morale publique, du bien commun, parce que personne de ceux qui ont géré notre parti a été jamais touché par question de caractère judiciaire à propos de l'argent public ou des choses comme ça, comme est arrivé après avec d'autres personnages dans différentes phases. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il a été un parti d'opposition, d'alternative au système politicien italien, mais ça n'a pas empêché, et ce n'est pas une contradiction, que ce parti a gouverné dans une certaine période beaucoup de villes, aussi de régions, et a permis à certains gouvernements de l'Italie d'être valables, de travailler. C'est-à-dire qu'il a été un gouvernement d'opposition, un parti d'opposition d'alternative, mais aussi un parti qui a contribué à gérer la chose publique, c'est-à-dire à toucher l'argent public. Mais ces hommes qui ont été éduqués par une école extraordinaire de moralité publique qui venait de loin, n'ont jamais été touchés par des problèmes de caractère judiciaire. C'était notre grande école d'éthicité de l'État que nous gardons dans nous. Alors, si vous le voulez bien, Massimo, on va peut-être raconter un peu l'histoire du mouvement social italien, puisque c'est aussi l'objectif, le but du livre que vous venez d'éditer, et que les téléspectateurs de MPI pourront se procurer d'ailleurs le 11 mars prochain, le samedi 11 mars prochain, à l'occasion de la grande fête du pays réel qui est organisée par Civitas, où il y aura un stand de Synthèse Nationale. Donc l'histoire du MSI commence en 1946 en fait. 45, resituons-nous dans le contexte historique de l'époque, on a coutume de dire que l'Italie a véritablement s'est unifiée au milieu du 19e siècle, a véritablement existé à partir des années 20, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en 1945, la situation n'est pas florissante pour les nationalistes en Italie. Et il commence à y avoir une opposition qui se développe un petit peu partout, à l'occupation américaine. Rappelons que l'Italie était occupée par les Américains et les Anglo-Américains. C'est une histoire, ça, qui n'est pas connue.
Et dans le 1943, les Américains ont fait un débarquement en Sicile, ont commencé à pousser vers le nord de l'Italie, en faisant reculer les armées allemandes et les armées italiennes. Et où les Américains étaient les patrons de la situation, se sont spontanément créés des phénomènes, des groupes qu'on peut définir correctement, des néofascismes clandestins. Et en Sicile, en Sardaigne, en Puglia, à côté de Naples, en Calabrie, et qui gouvernaient certains morceaux de terre. Et se sont donnés aussi, ont été protagonistes des actes d'opposition violente aussi aux occupants. Et ce phénomène a débarqué, a maturé jusqu'à la fin de l'année 46, comme disait Roland Dely, exactement le jour de Saint-Sylvestre, le 26, le jour après Noël, et ont débarqué avec la constitution d'un parti unitaire qui a mis tous ensemble ses forces et aussi d'autres forces qui étaient représentées par la série énorme de journaux qui spontanément ont été nés dans toute l'Italie, dans le sud et après dans le nord. Et tout ça a contribué à être les terrains sur lesquels a été construit le mouvement social italien. C'est-à-dire le mouvement social italien est arrivé à un certain moment comme le parti qui a fait la recueil de tous ces mondes qui étaient dispersés et qui étaient sortis battus par la Deuxième Guerre mondiale et par la guerre civile. Et a donné droite d'existence politique à ces gens-là en faisant accepter les règles de la démocratie, en sortant de la guerre civile, en sortant de la violence, mais en disant du début des premières manifestations publiques, des premières déclarations programmatiques, qu'il faudrait changer la démocratie. Accepter les règles, ce n'est pas accepter les systèmes. Accepter les règles signifie avoir la conscience qu'on ne peut pas aller au pouvoir avec la violence, parce que la violence en plus est plus forte celle du système du pouvoir, que non de l'opposition, mais changer en introduisant des alternatives de contenu doctrinaire à la démocratie parlementaire qui a été créée avec l'occupation américaine. Alors très vite, le MSI, à peine créé, se présente aux élections Oui. et obtient tout de suite des résultats plutôt, bien que modestes, encourageants. Alors, il faut naturellement se souvenir qu'à différence de la France, en Italie, il y avait toujours la proportionnelle. Mais les premières élections politiciennes générales qui ont été célébrées en Italie, après la naissance de MSI, étaient dans l'année 48. Le MSI avait gagné alors les 2% des voix, si je ne me trompe pas, avec 6 députés et un sénateur. Et cette démarche électorale a eu des hauts, des bas, des victoires, des illusions, etc. Mais arrivé à la fin de l'existence de ce parti dans l'année 93, avec des scores extraordinaires, et qui ont été à la base de certaines considérations qu'on peut faire, si vous voulez. C'est-à-dire que dans les élections administratives locales à Rome, pour la mairie de Rome, Fini, qui alors était le secrétaire du MSI, au ballottage avait pris les 47, quelques% des voix. Il avait perdu la mairie, mais avait gagné la bataille politique, parce qu'un parti qui avait commencé avec les 2% des voix a terminé avec les presque 8% des voix. À Naples, la nièce de Mussolini, Alessandra Mussolini, dans les ballottages, dans les mêmes élections, avait pris les 45% des voix. Et dans cette élection-là, nous avions gagné 4 villes, la ville de Benevento avec les 71% des voix, la ville de Chieti, la ville de Latina, la ville de Foggia. Et lorsque le parti, dans le 1995, a été fermé au janvier de cette année-là, le parti avait 44 mairies de différentes dimensions, et 385 agents à différentes mairies, et avait députés, sénateurs, députés européens, conseillers municipaux, etc. C'est donc une force très racinée dans le territoire. Une force conséquente. Alors, revenons peut-être un petit peu en arrière. Donc le MSI commence à percer, son existence électorale, en tout cas en 1948, et au milieu des années 50, il y a un événement qui secoue l'Italie, qui a une importance extrême, c'est l'affaire de Trieste.
Et là, le MSI joue un rôle déterminant dans cette histoire Absolument. De Trieste, que vous pouvez peut-être nous raconter. Oui, c'est une histoire aussi, elle est très peu connue, je pense. Aussi en Italie, on parle peu parce que, a vu comme protagoniste, comme vous disiez, justement, mon parti, alors personne n'avait attribué ce rôle historique à mon parti. Quels étaient les contextes qui ont été les faits? Fin de la guerre, la frontière orientale de l'Italie, qui comprenait historiquement depuis toujours l'Istrie, la Dalmatie, et jusqu'à Ragusa en bas, et qui est marquée encore aujourd'hui par l'architecture vénitienne. Si vous voulez faire un tour touristique là-bas, vous mangez vénitienne, écoutez les mots vénitiens, et voyez l'architecture vénitienne. C'était Italie historiquement connue par tous. Et a été cette zone coupée en deux. La zone B, qui a été tout de suite fait comme cadeau à la Yougoslavie communiste de Tito, de Maréchal Tito. Et la zone A, qui était en discussion pour l'attribuer à l'Italie ou à une sorte de contrôle international comme était le Berlin-Ouest, qui était coupé en trois entre les Français, les Anglais et les Américains. Et les Italiens avaient demandé de faire un référendum pour faire voter les Italiens de Trieste. Tito s'était opposé violemment à ça et a essayé d'envoyer ses armées pour conquérir aussi Trieste. Alors, les jeunes surtout, mais les MSI en tout cas, alors sont descendus dans la rue, ont fait des manifestations continuées et qui étaient en train de croître toujours en plus. Contre qui? Contre les Alliés, qui n'étaient pas décidés de nous donner un petit morceau, une ville très importante comme Trieste à l'Italie. Et se sont battus contre la police anglaise, qui était au nom des Alliés, la police qui contrôlait cette ville. Et le mouvement social italien a eu dans cette période-là, dans l'année 54, exactement 6 morts, qui étaient des dirigeants de MSI qui étaient dans la rue. Et beaucoup d'arrestations, le siège de MSI dévasté, et tout ça a imposé une sorte de réflexion aussi au reste du monde. Et le général Winterton, anglais, qui commandait la troupe anglaise, a été obligé à partir, à fuir de Trieste, parce que la foule était farouche contre lui personnellement, qui était un ennemi de l'Italie. L'année passée, Trieste était rentré à l'Italie. C'est-à-dire que si Trieste n'est pas passé au-delà de la frontière, n'appartient pas maintenant, heureusement, à la Yougoslavie, qui alors était communiste, maintenant c'est une autre histoire, et c'est pour le Messie qui a sacrifié la vie de 6 personnes et beaucoup d'autres en prison, et des attentats, etc., pour gagner cette bataille. La bataille a été gagnée. Ça appartient à l'histoire de l'Italie, pas seulement l'histoire de la droite italienne. Alors pendant des années, le MSI continue son implantation, continue ses campagnes originales, que ce soit par rapport à la situation du peuple italien, bien sûr, aussi par rapport aux événements internationaux. Je pense en particulier à la chute de Budapest en 1956 et d'autres événements. Donc on va peut-être pas trop s'étendre là-dessus, ça mériterait bien sûr de le faire, mais enfin ça serait peut-être un petit peu long. Mais on arrive à un moment important dans l'histoire du MSI, ce sont les années 70. Alors il faut savoir que dans les années 70, l'Italie est dirigée par la démocratie chrétienne, qui depuis 1945... L'Italie a été dirigée depuis toujours par la démocratie. Toujours, oui, enfin, mais avec des alliances. Des alliances, toujours. Mais enfin, en 1945, la démocratie chrétienne, déjà empêtrée dans des scandales sans fin, dirige l'Italie. Et le MSI s'impose petit à petit comme la véritable opposition face à cette démocratie chrétienne empêtré dans ces scandales et face évidemment au Parti communiste tout puissant à cette époque-là. Alors, avec des résultats plus qu'encourageants. Oui, exactement. La démocratie chrétienne, d'alors, il faut dire quelque chose sur je ne dis pas sur l'histoire de la démocratie chrétienne, qui ne nous intéresse pas. Mais la démocratie chrétienne, depuis toujours, dans le monde dans lequel elle a été née, a été coupée en deux. Et il y avait les démocrates chrétiens libéraux qui avait comme représentante ce qui a été le président du Conseil italien Alcide De Gasperi, qui est un homme de l'Autriche, un homme qui avait la vision d'un catholicisme libéral. Et il y avait les prêtres, Don Sturzo, qui l'avait fondé et inspiré, qui avait fondé les vieilles partis populaires, qui étaient plutôt un catholique national. Ils se sont effacés l'un contre l'autre. Sturzo, qui était plutôt favorable à une alliance avec le MSI, a été battu, a été parti.
Et la démocratie chrétienne qui a gagné, c'était une démocratie chrétienne libérale, de laquelle, dans les années que vous disiez, est parti un mécanisme perverse qui a été le mécanisme de l'arc constitutionnel, c'est-à-dire à inventer un truc, un avortement, disons, constitutionnel pour lequel était légitimé à gouverner le pays seulement les partis qui avaient participé à l'Assemblée constituante. L'MSI est né après l'Assemblée constituante, alors c'était un truc pour éliminer l'MSI du scénario politicien. Tout ça a été fait par la gauche démocrate chrétienne, qui en effet, par conséquent, a ouvert un jour derrière l'autre la gestion de la politique envers la gauche, avec les socialistes, jusqu'à arriver aux communistes. Et tout ça a marqué les années 70, exactement. C'est-à-dire que tout ça a donné à l'MSI le rôle d'être la seule opposition crédible, soit par un point de vue programmatique que par un point de vue moral, à ce régime qui était le régime de la constitutionnalité antifasciste qui a gouverné l'Italie. Alors, l'histoire du MSI a été jalonnée par des gens formidables, enfin des gens extraordinaires, comme Arturo Michelini, comme Pino Romualdi, comme Augusto de Massanich, et un homme en particulier a marqué l'histoire du MSI, qui a été connu dans l'Europe entière, c'est Giorgio Almirante. Giorgio Almirante a été 2 fois secrétaire national du MSI, une première fois dans les années 50 et une deuxième fois à partir de 1970. Et c'est à partir de cette époque que le MSI a pris un essor historique. Et Giorgio Almirante a toujours considéré que le combat qu'il menait en Italie devait s'étendre au niveau européen. Absolument. Et c'est à ce moment-là que le MSI a suggéré dans les différents pays européens une expérience... c'est d'abord appelé l'euro-droite, puis ensuite les droites européennes. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots, oui. Massimo. Oui, c'est vrai. Almirante était beaucoup sensible à l'exigence historique. Et je dis toujours que, permettez-moi une parenthèse, qu'Almirante c'était un homme qui voyait avant les autres. Soit avec la distance, soit avec le temps. Et il sentait qu'il avait la nécessité de donner une réponse chorale. C'est dit chorale en français, je ne sais pas, collectif, organique, plus large qu'une réponse globale, voilà. Global. Excusez-moi de mon français. Et une réponse qui devait venir aux problèmes qui sont les problèmes du monde ou d'un continent. Cette réponse ne peut pas venir seulement d'un pays, doit venir par un continent ou des alliances internationales. Almirante a développé cette intuition, si vous voulez, a individué cette exigence en déterminant la naissance de l'euro-droite, d'abord après les droites européennes, et a été beaucoup tenace en ça, parce que par exemple, je vous donne une donnée de chronique, avant la création de l'euro-droite, Almirante est devenu à la leadership du parti dans l'année 69, lorsque Michelini était mort. Et à la fin de cette année 69, c'est-à-dire beaucoup avant la naissance de l'euro-droite, il avait autorisé d'organiser à Rome une rencontre entre les jeunesses européennes nationalistes, organisée par le MSI, par les jeunes du MSI. Ils sont venus du Portugal, de la France et de tous les pays de l'Occident, de l'Europe libre, mais sont venus aussi de ceux qui étaient en exil. Il y avait encore le mur de Berlin, la cortine de fer, etc. Et ils sont venus des clandestins avec beaucoup de problèmes aussi de l'Est européen. A été les premières rencontres avec une trentaine de pays représentés, c'était Almirante qui l'a voulu. C'est-à-dire qu'il était cohérent dans cette ligne qui a amené à construire l'euro-droite. A été la première alliance organique dans ces partis officiels qui a permis de faire des meetings inoubliables à Rome, à Naples, pour parler de l'Italie, mais à Madrid, à la Plaza de Toros, à Barcelone, à la Mutualité, et quelquefois à Marseille, partout. Et on a vécu une expérience incroyable dans laquelle on s'est connus, on a commencé à se respecter, à se connaître, à comprendre quoi. Et ça, c'était une sorte d'obsession d'Almirante, obsession dans le bon sens du mot. N'existe pas, ni dans le passé, ni dans le futur, la possibilité de faire un international de droite. Parce que chaque droite, à différence de la gauche, a son propre histoire, son propre langage, ses racines, sa manière de se développer, de parler à son peuple, et ça signifie imposer le respect d'une droite envers l'autre. On peut faire une alliance de droite,
Mais chacun de ces droites doit regarder son propre autonomie, son propre manière de voir les choses, etc. Ça, a été l'antichambre du phénomène qu'aujourd'hui est rappelé le souverainisme, le populisme qui va se développer dans les grands galops, dans la course mondiale, partout. Alors, une illustration de ce que vous venez de dire, par exemple, par rapport au rapport entre les différents mouvements de droite en Europe à cette époque, le Front National, à sa création, a adopté la flamme, qui est l'emblème, qui est aussi l'emblème du mouvement social italien. Bon, on va maintenant aller un petit peu plus loin. Donc le MSI, grâce à toutes ces différentes étapes, devient un grand parti. Vous le rappeliez tout à l'heure, qui frise dans les grandes villes comme Rome, Naples, des résultats impressionnants, allant jusqu'à 48% des voix. Et en 1988 arrive malheureusement un événement assez grave, c'est la disparition de Giorgio Almirante et la transmission de pouvoir au sein du mouvement du secrétariat national à Gianfranco Fini. Et là, malgré le fait que Gianfranco Fini ait été poussé par Giorgio Almirante, il y a une grande déception. Les nouveaux responsables du mouvement ne voient plus les choses de la même manière et provoquent des changements. Alors, exactement. Ça a été une sorte de choc pour notre monde. Parce que, comme vous avez justement, vous vous souvenez, Fini a été choisi par Almirante, a été indiqué par Almirante comme son héritier. Tout ça s'est passé au congrès de Sorrento dans l'année 87. Et c'est passé avec la concurrence des 4 candidats à l'après-Almirante, et a gagné Fini, etc. Et nous sommes arrivés au moment dans lequel Fini, qui avait perdu le charisme d'Almirante comme une sorte d'inspiration, si vous voulez, de la stratégie de ce parti, Fini s'est un peu appuyé à d'autres personnes dans le parti, et on avait choisi, c'est très long à raconter tout ça naturellement, et le pourquoi, le comment, etc. Mais on a choisi de changer de nom, mais en changeant le nom du parti, du MSI, et ce n'est pas un problème de nom. Le nom peut aussi changer, en effet. Le problème, c'est qu'avec le nom, il avait coupé les racines du parti. Ça, c'est le problème. Il avait coupé les racines de quel type? Les racines doctrinaires. Pardonnez-moi, je reviens à ce que j'avais dit au début de cette conversation, et aussi les racines morales. Parce que les gens qui sont allés au pouvoir au nom de l'Alliance nationale, pas du MSI, les gens qui venaient de cette partie, on a eu la irresponsabilité, la légèreté de laisser aucune trace de son passage, une trace de droite dans le gouvernement italien. Nous avons eu les ministres des Travaux publics, des Transports, de la Communication, des Affaires étrangères et de l'Agriculture, et des fois en plus, les sous-présidentes du Conseil, des fois, etc., n'est resté rien de ce que la droite a fait ou devait faire dans le gouvernement. C'est resté seulement un passage personnel de gens qui qui étaient ministres, mais ministres comme les autres. C'est-à-dire que le manque de cohérence idéale a donné la irresponsabilité politique, je le dis dans le sens étymologique du mot. L'irresponsabilité de ne faire pas ce que les gens qui l'avaient voté avaient demandé de lui de faire. C'est une tradition du mandat électoral, et une tradition de la leçon éthique de l'État qui nous a été enseignée par les poignées d'hommes qui avaient fondé le MSI, qui étaient poignées d'hommes qui étaient faits par Almirante, Romualdi, Michelini, De Marsanic, les autres que vous avez nommés, et d'autres encore, qui pour nous sont des géantes, et qui à l'étranger ne sont pas connus. Je dis seulement, non, mais entre beaucoup d'autres, Araldo di Crollalanza, un homme qui ne veut rien dire, qui était en plus un héritier de Shakespeare, et qui a été ministre des Travaux publics pendant le fascisme. Lorsque la guerre a été finie, il a été épuré, et pour gagner sa vie et celle de sa famille, il vendait dans le ministère dans lequel il a été ministre il y a quelques années avant, vendait les crayons, vendait les papiers, etc. C'est un homme qui avait reconstruit l'Italie des tremblements de terre pendant le fascisme, qui avait bonifié à côté de la mer les paludi, je ne sais pas comment c'est dit en français, lorsqu'il y a l'eau avec qui n'était pas gouvernable dans la terre, etc. Il avait fait des choses extraordinaires,
qui était l'image du fascisme qui avait changé les villes, qui avait construit les villes. Mais cet homme-ci, à la fin de laquelle était obligé, à cause du fait qu'il n'avait aucun argent dans ses poches, aller élémosiner dans le ministère dans lequel a été le chef, élémosiner d'acheter le crayon, etc. Alors, ça, c'était la leçon de morale que nous avons. Évidemment, à la fin du XXe siècle, lorsque l'Alliance nationale envoie ses ministres et que l'on voit les résultats que ça a pu donner, c'est-à-dire pas grand-chose, pour ne pas dire rien, on peut évidemment faire une comparaison avec cette époque-là qui était différente. Donc, et puis, en quelques mois, en quelques années, l'Alliance nationale disparaît. Finalement, fusionne au sein d'un magma conservateur, libéral conservateur, avec Forza Italia, un parti nouveau qui s'appelle le Peuple de la Liberté. Et puis finalement, tout ça disparaît, il n'y a plus aucune autonomie. La droite nationale italienne, à part évidemment quelques initiatives tout à fait sympathiques et tout à fait courageuses et qui méritent d'être encouragées, mais la droite nationale italienne, par rapport à ce qu'elle a été, disparaît complètement du paysage politique du pays et finalement laisse aujourd'hui le terrain de la contestation à n'importe quel plaisantin qui a réussi. Je pense que l'expérience italienne, et c'est un petit peu pour ça aussi, Massimo, que vous êtes venu pour marquer cet anniversaire, ce 70e anniversaire de la création du MSI à Paris, mériterait d'être médité par beaucoup de nos amis. Voilà. Alors, mais on ne va pas évidemment se quitter sur un constat d'échec, loin s'en faut. Si vous êtes venu, c'est aussi pour nous parler aussi d'une grande idée qui a été celle de l'Italie, de la grande Italie, celle des années 20, des années 30, c'était le corporatisme. Et aujourd'hui, apparaît cette nécessité de réintroduire peut-être ce schéma corporatiste dans le débat politique, non seulement italien, mais pourquoi pas français, et pourriez-vous nous en... Oui, très volontiers. Très volontiers aussi parce que, si je me peux permettre de le dire, mon histoire personnelle est marquée beaucoup par ce mot corporatisme, parce que moi j'étais avec des gens beaucoup plus importants que moi, a été signé par la constitution soit de la revue d'études corporatistes en Italie, de laquelle j'étais chef rédacteur, soit de l'Institut d'études corporatistes, qui a été un institut qui a fonctionné pour beaucoup d'années, et maintenant c'est fermé. Alliance nationale, lorsqu'elle est arrivée, a fait une partie, comme on dit, finie au début, libérale nationale, et a quitté le corporatisme parce que c'était une chose vieille. C'est pas vrai. Et nous sommes en face à la disparition des idéologies dans le monde moderne. Le communisme, le marxisme a fait faillite partout. Est resté quelque chose, mais ça a démonstration du fait qu'il est une tragédie pour l'humanité, le communisme. Le libéralisme, c'est quelque chose qui l'historienne, le pseudo-historienne américaine Francis Fukuyama avait dit qu'était la condamnation à l'éternité du monde entier, parce que le libéralisme, selon lui, avait gagné partout. Ce n'est pas vrai, parce que partout il y a une réponse des nationalités, un retour aux nationalités, un retour aux racines spontané, pas organisé. Il faut l'organiser, mais c'est spontané, qui démontre que le libéralisme, qui est universaliste, qui n'est pas national, qui n'aime pas les racines nationaux, veut éliminer les racines nationaux, commence à faire faillite aussi sur le plan politique et culturel, au-delà de l'économie. Alors il faut trouver la manière de donner substance, contenu à ce qui parle des alternatives au système démocratique parlementaire, au système, aux idéologies marxistes ou libérales. Il faut trouver la manière de donner la troisième vie. La troisième vie, c'est une vie qui est celle de la récupération et de la modernisation d'une idée très ancienne. Le corporatisme est né avec l'ancienne Rome, n'est pas né avec le fascisme, est né avec l'ancienne Rome. Et c'était la exigence de recueillir dans le même organisme représentatif les gens qui faisaient le même métier, qui avaient la même profession, qui avaient la même expérience de travail et de production. Le premier journal qu'a fait Mussolini, il Popolo d'Italia, avait comme édition au-dessus du titre les mots quotidiens des producteurs. Les producteurs sont ceux qui sont les chefs d'entreprise, mais aussi qui travaillent dans l'entreprise. Tous les deux produisent richesse. Les producteurs sont qui font de la culture, les producteurs sont qui font de l'entraînement, les producteurs sont tous qui produisent, qui ne vivent pas
de parasitisme. Alors il faut accueillir dans la société moderne les gens qui font ce type d'activité qui va remplir son existence au-delà des idéologies, pour donner une vie nouvelle, une espérance nouvelle, pour regarder le monde nouveau qui va s'élargir en face à nous. Le monde nouveau n'est pas le monde du communisme ou du libéralisme. C'est un monde à nous, il faut le construire tous ensemble. Le corporatisme est né dans l'ancien Rome, s'est développé pendant tous les siècles avec beaucoup de modernisations momentaines, disons, d'étapes dans le Moyen-Âge. En Italie, dans les périodes de la Renaissance, il y avait les corporations. Chez les Médicis, que vous connaissez très bien, vous en France, les Médicis c'était une dynastie qui a développé les corporations à Florence. Florence a dicté la culture du monde dans ces périodes-là. Florence était la patrie des corporations de ces périodes-là. Ce n'était pas exactement les mêmes que dans les périodes de l'ancien Rome, jusqu'à arriver au fascisme. Et en passant pour la doctrine sociale de l'Église, qui contient, c'est suffisant de regarder l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, c'est un appel aux corporations selon un signe qui s'appelait le signe de corps social naturel. C'est la même chose, exactement la même chose. Et vous en France, vous avez eu des écrivains, des théoriciens, je pense à Georges Valois, et à la Tour du Pin, qui ont parlé de ça, qui ont écrit. C'est-à-dire, les corporations ont été élaborées en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Portugal, en France, partout. Tout ce monde a été le véritable contenu d'une alternative moderne à la chute des régimes communistes ou des régimes de systèmes libéraux. Il faut reprendre, actualisons ça, donnons une doctrine fondamentale nouvelle à ceux qui vont regarder le futur. Il faut faire attention à une chose, si vous me permettez, Roland. Il y a une différence fondamentale entre ce qui sont les idéologies en relation à ce qui est une doctrine. Les idéologies sont des systèmes de pensée, d'interprétation de l'histoire très fermés en soi-même. Ils ont une sorte d'antichambre, un développement enfin. Ils prétendent expliquer tout. La doctrine n'est pas ça. La doctrine, c'est un ensemble de valeurs auxquelles tout le monde est attaché et qui permet d'être très élastique dans l'interprétation du monde. C'est ça qui rend actuelles les doctrines et vieilles les idéologies. Et la doctrine, c'est la doctrine corporatiste, maintenant, qui doit être le contenu de ce qui veut changer les choses dans chaque pays, aussi de l'Europe comme du reste du monde. Eh bien, cher Massimo, il reste beaucoup de choses à faire pour faire renaître cette doctrine corporatiste face à la chute des idéologies, à la faillite des idéologies du XXe siècle. Le corporatisme sera le mot de l'espérance. Le mot de l'espérance du XXIe siècle. Merci, et je vous rappelle que vous pourrez lire le livre, le cahier d'histoire du nationalisme numéro 11, consacré au mouvement social italien que nous devons à Massimo Maliaro. Merci. Merci. Merci.